Bonjour, bienvenue dans cette vidéo consacrée à la correction de l'examen de physique du CE2D général de la deuxième session de l'année scolaire 2022-2023. Alors commençons directement par la première question. Vous avez un schéma électrique et un voltmètre qui est représenté donc sur le schéma et dont on voit également l'écran et la mesure. On vous demande tout d'abord de nommer les 5 éléments utilisés pour réaliser le circuit électrique. Donc il faut simplement les énumérer sur la liste, mais je vais vous les indiquer ici avec référence sur le schéma. Nous avons tout d'abord un générateur, nous avons une lampe ou simplement un récepteur de manière générale, nous avons un interrupteur qui est ici dessiné en position fermée. Nous avons évidemment toute une série de conducteurs électriques pour lier tous ces éléments ensemble. Et enfin, nous avons un voltmètre qui est donc placé en dérivation sur les bornes du générateur. Ensuite, on vous demande de choisir le calibre le plus adapté à sélectionner sur le voltmètre. Donc, je vais représenter ici le voltmètre en un petit peu plus grand. Donc, puisque ce voltmètre est placé en dérivation sur le générateur, c'est qu'il forcément il va avoir son rôle de voltmètre. Vous devez alors choisir ici soit courant continu, soit courant alternatif. Et donc, étant donné le sigle représenté ici pour le générateur, il s'agit d'un générateur de courant continu. Donc, vous devez sélectionner quelque chose dans cette zone-ci. Et puisque vous voyez que la mesure effectuée est de 4,23 volts, eh bien, le meilleur calibre sera le 20. En effet, vous devez prendre un calibre qui est plus grand que la mesure que vous voulez effectuer, mais également le plus petit possible pour que la mesure soit la plus précise possible. Donc dans ce cas-ci, on prendra 20 plutôt que 200 ou 600. Puis on vous demande de compléter le tableau à l'aide de valeurs que vous pourrez lire sur le voltmètre lors de la réalisation des différentes mesures proposées. Donc on vous donne, dans la position interrupteur ouvert ou interrupteur fermé, on vous donne la tension mesurée aux bornes du générateur, c'est-à-dire entre les points A et B. Alors, ensuite, on vous demande la tension entre les points B et C. Si vous regardez sur le schéma, B et C sont reliés par des conducteurs électriques. Eh bien, si ce conducteur électrique peut être considéré comme idéal, comme parfait, la tension entre deux points situés sur un même conducteur sera toujours de 0 volts, donc que l'interrupteur soit ouvert ou fermé, qu'un courant circule ou non, ce sera toujours 0 volts. Ensuite, nous pouvons nous demander ce qui va se passer entre E et F. Alors entre E et F, c'est les bornes du récepteur et donc il faut respecter à ce moment-là la loi d'Ohm qui dit que U, la tension, est égale à R fois I. Donc tout dépendra de la valeur du courant qui va circuler. Alors si mon interrupteur est ouvert, il n'y aura pas de courant, donc le I sera nul et donc la tension entre E et F sera de 0 volts. Dans la deuxième situation, donc lorsque l'interrupteur est fermé, eh bien lorsque l'interrupteur est fermé, les points C et D sont simplement reliés par un conducteur également, et donc il y aura 0 volts entre les points C et D une fois que l'interrupteur est fermé. Et nous retrouverons donc la tension qui est aux bornes du générateur, on la retrouvera donc intégralement aux bornes de la lampe, et on aura donc ici 4,23 volts. On vous demande d'émettre une hypothèse qui explique la chute de tension qui est observable entre les bornes de la pile lorsqu'on ferme l'interrupteur. Donc vous voyez, interrupteur ouvert, nous avons 4,47 volts aux bornes de la pile, interrupteur fermé, 4,23. Eh bien, cette chute de tension, elle peut être due évidemment à la présence d'une résistance qui, dès que un courant circule, va faire apparaître une petite chute de tension. Et donc l'hypothèse, c'est que la pile possède une résistance interne. Deuxième exercice, nous sommes toujours dans le domaine de l'électricité. On vous demande donc de placer une croix dans la colonne vrai ou faux. Pour qu'il y ait une tension entre les bornes d'un récepteur électrique, il faut qu'il soit placé dans un circuit fermé. Eh bien c'est vrai, il s'agit de la loi d'Ohm que nous venons de voir juste avant. Pour qu'il y ait une tension, il nous faut un courant et donc il faut un circuit fermé. Pour qu'il y ait une tension entre les bornes d'une pile, cette fois-ci entre les bornes d'un générateur, il faut qu'elle soit placée dans un circuit fermé. Eh bien non, nous avons juste vu dans l'exercice précédent qu'avec l'interrupteur ouvert, nous avions une tension aux bornes du générateur et donc il ne faut pas nécessairement un circuit fermé dans ce cas-là. L'éclat d'une lampe dépend de l'intensité du courant qui la traverse, eh bien c'est vrai, il s'agit de l'effet Joule dont la formule est P est égale à R I carré, donc P la puissance, donc éventuellement la puissance lumineuse de la lampe est égale à R fois I carré et donc dépend du carré du courant. Ensuite, on vous propose un circuit qui contient plusieurs lampes. On vous dit qu'elles sont toutes identiques, toutes ces lampes. Et donc, vous voyez qu'il y a différentes séparations
de ce circuit, donc en différentes branches d'un branchement parallèle, et il y a des ampèremètres un petit peu partout dans ce circuit. On vous demande de placer une croix dans les cases du tableau correspondant aux 2 ampèremètres qui afficheront des valeurs identiques. Alors, pour ça, il faut se rendre compte que dans différentes branches parallèles, c'est-à-dire celle-ci, celle-ci ou celle-ci, le courant sera le même si la résistance totale est la même. Alors ici on a 2 lampes, ici on en a une, c'est déjà pas la même chose. Et puis ici on en a une et ensuite un branchement de 2 lampes en parallèle. Ça vous donnera encore une 3e valeur de courant. Donc ces 3 courants-là ne sont certainement pas identiques. Ce courant-ci est la somme de ces 3-là, donc n'est certainement pas égal. Et donc, la seule possibilité d'avoir un courant égal, c'est ici A3 et A4, puisque ces 2 lampes-ci sont identiques. Lorsque le courant va arriver par ici, eh bien, il va se diviser en 2 parties égales pour passer dans les 2 lampes qui ont la même résistance. Et donc, il fallait cocher A3 et A4. Ensuite, on vous demande ce que représentent les pointes de flèche placées dans le circuit. Eh bien, il s'agit du sens conventionnel du courant. On passe aux questions concernant la force d'Archimède. Alors avant de passer ces questions en revue, je vous fais un petit rappel théorique. Si vous avez un objet qui est placé dans un fluide, eh bien cet objet sera soumis à 2 forces, parfois plusieurs, mais parfois il pourrait y avoir d'autres forces, mais a priori juste 2 forces. Son poids, G, dirigé vers le bas, verticalement, et la poussée d'Archimède, verticale elle aussi, mais dirigée vers le haut. On appelle le poids apparent la différence entre les deux. Donc le poids apparent, c'est le poids que semble avoir l'objet lorsqu'il est dans le fluide. Vous avez déjà tous remarqué quand vous jouez dans une piscine que vous pouvez porter votre copain plus facilement lorsqu'il est dans l'eau ou pas. Donc il semble plus léger, donc son poids apparent est plus petit parce que c'est la différence entre le poids et la force d'Archimède. Donc ça, c'est le poids apparent. La force d'Archimède, elle est donnée par la formule suivante où vous avez la masse volumique du liquide, le petit g, donc l'accélération gravitationnelle de la Terre, ou d'une autre planète si on est sur une autre planète, et le volume immergé de l'objet. Alors, il faut avoir compris dans cette histoire que le volume immergé de l'objet sera égal au volume d'eau déplacé. Et donc, si vous considérez ici le volume d'eau déplacé, que vous le multipliez par la masse volumique du liquide, vous aurez la masse du volume d'eau déplacé. Et puis, si vous le multipliez par petit g, vous aurez le poids du volume d'eau déplacé. Ce qui veut dire qu'en fait, la force d'Archimède n'est rien d'autre que le poids du fluide déplacé. Alors, maintenant que ce petit rappel théorique est fait, eh bien, ce sera beaucoup plus facile de remplir les cases. On vous demande dans chaque situation de dire si l'objet va couler, remonter ou s'il va rester à la même profondeur. Donc, on vous parle d'un objet dont le poids apparent est strictement positif. Donc, si le poids apparent est strictement positif, ça veut dire que le poids est plus grand que la force d'Archimède. Et donc, c'est le poids qui va l'emporter, puisqu'il sera plus grand que la force d'Archimède, et votre objet va couler. Si on vous dit que le poids du fluide déplacé, rappelez-vous, le poids du fluide déplacé, c'est la poussée d'Archimède. Donc, si le poids du fluide déplacé est supérieur au poids de l'objet, eh bien alors dans ce cas-là, si vous avez une force d'Archimède ici qui est plus grande que le poids, eh bien c'est cette force-là qui va l'emporter et votre objet va remonter vers la surface. À volume égal, la masse de liquide déplacé est inférieure à celle de l'objet immergé. Donc la masse de liquide déplacé est inférieure à la masse de l'objet pour un même volume. Donc si on a le même volume, on peut éventuellement multiplier ces 2 masses par petit g. On aura alors le volume de liquide déplacé, c'est-à-dire la force d'Archimède, est inférieur au poids de l'objet immergé. Et donc on se retrouve dans la même situation qu'ici, où le poids est plus grand et va donc l'emporter. Et mon objet, il coule. Lorsqu'un navire passe d'un fleuve qui est de l'eau douce à l'océan qui est de l'eau salée, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'il va remonter. Pourquoi? Parce que la masse volumique du liquide, donc c'est-à-dire la masse volumique d'eau salée, elle est plus grande. Elle est plus grande que la masse volumique de l'eau douce. Et donc, la force d'Archimède sera plus grande, ce qui va faire remonter un petit peu le bateau vers le haut. Et ensuite, on vous parle d'un tronc flottant à la surface d'une rivière qui est coupé en 2 suivant un axe perpendiculaire à la surface de l'eau. Alors moi, personnellement, je trouve que cette question est mal posée parce que lorsque je coupe un tronc en 2, je ne le coupe pas suivant un axe, mais je le coupe suivant un plan. Et donc, je trouve que cette question n'est pas formulée de manière assez précise. Mais si on suppose qu'on coupe le tronc en 2 dans le sens de la longueur, eh bien, évidemment, il va rester à la même profondeur.
Question suivante, on passe à une question de pression hydrostatique et on vous propose un schéma où vous voyez donc un tube en U qui est bouché à une extrémité et il contient deux liquides qui ne se mélangent pas, du mercure ici en gris clair et de l'essence en vert. Nous avons le point 3 et le point 6 qui sont à une même horizontale et la hauteur d'essence ici est appelée H, la hauteur de mercure ici est appelée H'. Et on vous demande de déterminer les points où règne une pression égale à la pression atmosphérique en plaçant une croix dans les cases correspondantes du tableau. Et bien ici à nouveau je trouve que cette question est mal posée puisque pour pouvoir répondre avec précision à cette question il faudrait savoir comment ce montage a été fait. Parce que suivant la façon dont ça a été fait, la pression qui règne ici entre le mercure et le bouchon pourrait être plus petite que la pression atmosphérique, égale à la pression atmosphérique ou plus grande. Tout dépend dans quel ordre on a fait les choses, quand on a mis le bouchon et comment est-ce qu'on a rempli ce tube. Donc voilà, je trouve que la question ici est ambiguë. Néanmoins, je pense qu'il faut dire que la pression atmosphérique, c'est uniquement au point 4. Hein. Donc, s'il n'y avait pas de bouchon, s'il n'y avait pas le bouchon ici, alors on aurait également la pression atmosphérique au point 2. Avec le bouchon et dépendant de quand on a placé l'essence par au-dessus du mercure, bien moi je pense que la pression ici elle est considérée plus grande, mais à nouveau il aurait fallu décrire comment ce montage a été fait pour que ce soit plus précis. Ensuite, on vous demande de déterminer les points soumis à des pressions de même valeur, hors ceux où règne la pression atmosphérique, en plaçant une croix dans les cases correspondantes, et il pourrait y avoir plusieurs paires. Le cas échéant, on vous demande alors d'utiliser des couleurs différentes. Alors la règle, évidemment, c'est qu'au sein d'un même liquide, à l'horizontale, on a la même pression. Donc déjà, en 3 et en 6, on a la même pression. Et c'est tout. Et je dirais que c'est tout. Il n'y a aucune raison qu'en 2 et en 5, ce soit la même pression. Là, c'est certainement pas le cas, puisque ici, nous avons une hauteur d'essence et ici, une hauteur de mercure. Et l'essence et le mercure n'ont pas du tout la même masse volumique. Et donc voilà, je pense que pour répondre plus précisément, il faudrait qu'on connaisse les masses volumiques du mercure et de l'essence et les valeurs exactes de H et de H', parce que voilà, peut-être qu'il y a un autre endroit où règne la pression atmosphérique, ou peut-être qu'il y a d'autres endroits où les pressions sont égales, mais a priori, sans autre information, on ne peut pas en être sûr et ce ne serait qu'un coup de chance. Donc, je pense qu'ici, c'est juste 3 et 6. En quel point du montage la pression est-elle la plus importante? C'est évidemment tout au fond du liquide, et donc c'est au point 7. Et on vous demande d'écrire l'égalité qui permet de calculer la pression au point 6 du schéma. Et donc au point 6 du schéma, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, nous avons tout d'abord la pression atmosphérique qui pousse ici, et ensuite nous avons la colonne d'essence qui pousse également sur le point 6. Et donc la pression au point 6 est constituée de deux termes, la pression atmosphérique à laquelle il faut ajouter la pression hydrostatique de l'essence qui se calcule par la formule ρGH, bien évidemment ρ la masse volumique du liquide concerné et H la hauteur ou la profondeur dans le liquide concerné, donc ici bien la hauteur de l'essence. Question suivante. Alors, nous avons un schéma qui indique un objet qui est placé sur un plan incliné. On vous donne la masse de l'objet, 200 kg. On vous dit que l'angle ici du plan incliné, c'est 30 degrés. Et on vous donne toute une série de forces qui sont déjà indiquées en couleur. On vous demande de compléter le tableau en nommant uniquement les forces qui s'appliquent réellement sur l'objet. Donc des forces qui existent réellement. On vous demande de symboliser ces forces dans la troisième colonne. Alors déjà, une indication, c'est de regarder sur combien cette question est comptée. Alors là, je vous ai effacé les points, mais cette question était sur 6. Hein, donc, a priori, ça peut vous donner l'indication qu'il y a 6 choses à remplir dans 2 colonnes, donc il y a 3 vraies forces. Et effectivement, il y en a 3. Nous avons tout d'abord, chaque fois que nous avons un objet massique, nous avons son poids. Le poids, toujours vertical. Il s'agit de la force jaune. Symbole de la force, je trouve ça un peu bizarre comme question, parce qu'a priori, il n'y a pas un seul symbole unique universel. Il y en a qui écrivent P, il y en a qui écrivent G, il y en a qui écrivent FG. Moi, j'ai l'habitude d'écrire G, mais ce qui est important, c'est de bien placer le signe du vecteur, puisque une force est une grandeur vectorielle. Donc voilà, moi j'appelle cette force G. Ensuite, nous avons la force de frottement, qui est donc toujours dans le sens opposé au mouvement. Hein. Ici, s'il n'y avait pas de frottement, votre objet glisserait vers le bas, donc forcément la force de frottement est dirigée vers le haut, parallèle au plan incliné et donc au contact entre l'objet et le plan incliné. Cette force de frottement, moi je l'appelle F indice F. Et puis, nous avons
la force bleue, qui est la force de réaction du sol, donc qui est toujours normale au sol, donc perpendiculaire au sol. Et moi, j'ai l'habitude de représenter ou d'appeler cette force N pour normale. La force rouge et la force noire ne sont pas des vraies forces qui sont appliquées à l'objet, ce sont en fait simplement les composantes du poids. Et donc en fait la noire et la rouge remplacent la jaune, sont donc équivalentes à la jaune, mais ne sont donc pas des nouvelles forces. On vous demande de nommer le point d'application qui est commun aux vecteurs noir, jaune et rouge. Eh bien, c'est le point d'application du poids, et le point d'application du poids d'un corps, c'est le centre de gravité ou centre de masse. Bien, ensuite, on passe à des questions sur l'énergie et le travail. On vous dit que ce plan incliné a une longueur de 100 mètres et on vous demande de calculer le travail réalisé par la force motrice qui permettrait de faire glisser l'objet depuis le bas jusqu'au sommet de la pente, qui est située à une hauteur de 50 mètres, donc ceci, ce serait 50 mètres, sachant que la vitesse est constante. Alors, et on néglige les forces de frottement. Donc, il n'y a pas de force de frottement, on néglige cette force verte, et on demande le travail de la force motrice. Alors, il faut évidemment pour ça qu'on connaisse la valeur de cette force motrice, et pour pouvoir s'en sortir, le détail important, c'est que la vitesse est constante. Puisque la vitesse de montée est constante, ça veut dire que la résultante des forces est nulle et donc votre force motrice va venir compenser exactement la force rouge qui tire vers le bas, donc qui pousse l'objet vers le bas, alors que la force motrice va le tirer vers le haut. Donc si le déplacement se fait à vitesse constante, ma force motrice va compenser cette force. Cette force, moi je l'appelle FP pour force de pente, et c'est en fait la composante du poids dans l'axe de la pente. Donc c'est cette composante-là du poids qui fait que l'objet a envie de descendre. Et donc ma force motrice, elle aura comme valeur cette force de pente. Et cette force de pente, on peut la calculer avec un petit peu de trigono, puisque nous avons ici l'angle alpha, que nous retrouvons ici aussi. Et donc FP, c'est G fois sinus alpha, G étant le poids de l'objet, G que l'on peut donc aussi calculer en faisant M fois le petit g fois sinus alpha. Puisque maintenant j'ai ma force motrice, je peux calculer mon travail, et le travail se calcule en faisant la force fois le déplacement, fois normalement le cosinus entre ces deux grandeurs vectorielles, mais si je tire avec ma force motrice dans la direction exacte du déplacement, eh bien je ne dois pas tenir compte de cet angle puisque le cosinus de cet angle sera 1, donc ça ne change pas dans la formule. Donc je dois simplement faire ma force motrice fois d, et ma force motrice elle est là. Donc j'ai toutes les infos nécessaires, je peux remplacer par les valeurs numériques. La masse c'est 200 kg, le petit g on me dit d'utiliser comme valeur 10, le sinus de alpha 30 degrés, son sinus c'est 1,5, fois le déplacement qui est de 100 mètres le long de ce plan incliné. Et vous pouvez donc calculer cette multiplication et ça vous donne 100 000 joules. Voilà la valeur du travail moteur. Puis on vous demande de déterminer l'énergie potentielle gagnée par l'objet au cours de la montée et on vous demande de justifier soit par un tas de calcul, soit par un raisonnement. Alors je vais faire les deux. Eh bien, le gain en énergie potentielle, il correspond en fait exactement au travail fourni par la force motrice, puisque c'est ça la notion de travail, et le travail est une mesure du transfert d'énergie. Donc, lorsqu'on applique une force motrice à un objet, on va lui donner de l'énergie, et donc le gain en énergie de cet objet sera exactement égal à ce travail, et donc c'est 100 000 joules. Bien sûr, si vous ne faites pas ce raisonnement-là, vous pouvez le calculer puisque vous avez la formule de l'énergie potentielle, M fois G fois H. La masse de l'objet, vous connaissez, 200. Le petit g, on vous l'a donné, c'est 10. Et la hauteur gagnée par l'objet, eh bien, c'est 50 mètres puisqu'on vous a dit que cette hauteur, c'était 50 mètres. Et lorsque vous faites ce calcul, eh bien, vous trouvez, et ce n'est pas un hasard, vous trouvez bien évidemment la même valeur, 100 000 joules. On vous demande après de calculer la durée de la montée, connaissant la puissance développée pour monter l'objet, cette puissance étant de 2 kW. Alors vous avez la formule de la puissance qui est égale au travail divisé par la durée. Et donc si vous avez besoin de calculer la durée, vous pouvez faire le travail divisé par la puissance. On connaît le travail puisque nous l'avons calculé 2 questions plus haut. Nous avons donc 100 000 joules que nous allons diviser par la puissance 2000 watts. Donc faites bien attention à bien transformer ce 2 kW en unité du système international et de le bien mettre en watts, sinon vous aurez une mauvaise réponse. Et lorsque vous divisez des joules par des watts, vous obtenez une réponse en secondes. Donc voilà, la durée de la montée, c'est 50 secondes. On passe à l'optique. Donc, on vous donne
une prescription de lunettes effectuée par un ophtalmologue avec toute une série d'indications ici. Et on vous demande d'abord quelques petites questions de théorie. On vous demande comment on nomme la puissance d'un verre correcteur. On vous demande de donner le nom et le symbole correspondant. Et bien, donc c'est la vergence qui est représentée par la lettre V. On vous demande ensuite d'exprimer dans quelle unité, de dire dans quelle unité on exprime cette puissance. On vous demande à nouveau le nom et le symbole. Il s'agit de la dioptrie qui est représentée par le symbole delta. Cette dioptrie delta n'est pas une unité du système international et donc cette unité ici peut également être transformée en unité du système international et on vous demande de donner le nom et le symbole correspondant. Eh bien, il s'agit de l'inverse du mètre, donc du mètre moins 1, que l'on va symboliser M-1. Et puis, on vous pose une question concernant cette ordonnance. On vous demande de déterminer s'il s'agit de verres qui permettent de corriger une myopie, une hypermétropie ou une presbytie. Et on vous demande de justifier à l'aide de 2 arguments. Alors pour ça, il faut un petit peu lire tout ce qui est ici. Ce qui va être important, c'est ici ADD qui correspond à l'addition, c'est-à-dire une correction supplémentaire qui sert à corriger la presbytie. Donc si vous voyez que dans ADD il n'y a rien, ça veut dire qu'il ne s'agit pas de verre pour un presbyte. Donc déjà ça vous pouvez le noter. Et la deuxième indication que vous allez voir, c'est ici. La correction des verres, cette correction elle est négative et lorsque la dioptrie est négative, eh bien ça veut dire qu'il s'agit de verres divergents. Et donc à vous de savoir que des verres divergents servent à corriger une myopie. Ensuite, la dernière question pour l'optique. On vous parle d'une lampe de salon qui est allumée et qui éclaire la pièce où il y a une table de salon. Et on vous demande de délimiter les zones de lumière, d'ombre et de pénombre qui apparaissent sur le sol et de bien indiquer, donc de bien nommer ces zones avec des lettres correspondantes, L pour lumière, O pour ombre et P pour pénombre. Et on va considérer donc que la lampe est une source étendue de lumière. On vous demande de tracer les rayons lumineux issus de la lampe en prenant les angles avant de la table comme repère. Alors, je vais reprendre ce dessin un petit peu plus grand pour vous montrer les constructions qu'il faut faire. Donc, puisque cette lampe est une source étendue, vous allez partir de A et de B et tracer les rayons qui partent de A et de B vers les coins de la table. Donc, vous en avez un comme ça, un autre comme ça, et de point B, même chose, un comme ça et un comme ceci, donc chaque fois en prenant les coins avant de la table. Et ces rayons qui arrivent au sol vont vous permettre de faire la distinction entre les zones de lumière, d'ombre et de pénombre. Là où nous aurons la lumière, eh bien c'est là où la table ne fait absolument pas d'ombre, là où la table n'est pas du tout un obstacle, et c'est donc dans la zone jaune ici et jaune ici, où vous allez donc apposer la lettre L pour indiquer qu'il s'agit de la lumière. Là où la lumière n'arrive pas du tout, eh bien c'est dans cette zone noire ici que vous allez donc appeler O. Et là où vous aurez de la pénombre, c'est-à-dire un petit peu de lumière qui arrive, mais pas toute la lumière de la lampe, et bien c'est dans les 2 petites zones grises ici, situées entre l'ombre et la lumière, où vous allez indiquer les lettres P. Voilà, j'espère que cette correction vous aide dans votre préparation. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, et puis bon travail à vous, et rendez-vous bientôt dans une nouvelle vidéo.